داعش وحزب الله والنظام ثلاث وجوه لعملة واحدة. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'armée libanaise et Marwan Charbel dans le viseur des islamistes. La brigade des sunnites libres les accuse de suivisme à l'égard du Hezbollah et de l'Iran. La classe politique patine, aucune avancée n'a été enregistrée dans la formation du gouvernement et les tractations s'enlisent sur la question de la répartition des portefeuilles ministériels. Le régime et les rebelles en Syrie s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve humanitaire conclue à Homs. 5 explosions ont retenti ce matin dans les secteurs assiégés. Et à suivre également dans ce journal, après la cérémonie d'ouverture, place aux athlètes sur les pistes et dans les stades à Sotchi. Objectif, décrocher l'une des 98 médailles d'or dont les premières seront décernées ce samedi. Je vous le disais en titre, les islamistes menacent directement l'armée libanaise. Un groupe se faisant appeler la brigade des sunnites libres de Baalbek a affirmé ce samedi que la troupe constituait une cible de ces attaques djihadistes. Les islamistes accusent l'armée de suivisme à l'égard du Hezbollah et de l'Iran. Le groupe a par ailleurs accusé sur son compte Twitter le ministre sortant de l'Intérieur, Marwan Charbel, d'être à la solde du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et d'être impliqué dans la guerre contre les sunnites au Liban. Avec nous en plateau, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, monsieur Salouane. Bonsoir, monsieur Berberi. Alors, comment avez-vous perçu cet avertissement direct donc des islamistes à l'égard de l'armée, de Marwan Charbel, notamment au lendemain d'un discours très important du chef de l'armée à la troupe? Écoutez, depuis un certain temps, la guerre contre le terrorisme a été décidée aussi bien par les Américains que par les Russes, que par leurs acolytes saoudiens. D'un côté. Donc, nous voyons maintenant l'application, la mise en application de cette décision et le discours du commandant en chef de l'armée hier doit être mis dans ce contexte-là, puisqu'il a été décidé de ne pas laisser les organisations terroristes prendre du terrain et faire de plus en plus mal à la population. Mais ceci, je le répète, est une guerre contre le terrorisme. Et le terrorisme possède une certaine force sur le terrain. Oui, il a la possibilité de taper fort, il a la possibilité de faire mal à la population. Et nous allons voir comment l'armée libanaise, qui est soutenue par l'Occident et essentiellement les États-Unis, à travers l'Arabie saoudite qui a elle-même décidé de prêter main forte à l'armée libanaise en lui octroyant 3 milliards de dollars pour son armement. Et de ce côté, dans ce contexte, nous allons retrouver beaucoup d'organisations qui vont pulluler aussi bien sur Twitter, sur Facebook ou sur le terrain même, menaçant aussi bien le ministre de l'Intérieur que le commandant en chef de l'armée et l'armée. Et justement, pourquoi le symbole de l'armée? Pourquoi s'attaquer à l'armée libanaise? Oui, parce que, en fin de compte, si vous voulez, dans tout pays, et essentiellement au Moyen-Orient et plus spécialement au Liban, ce pays qui est formé de 18 confessions musulmano-chrétiennes, ce pays qui est formé de plusieurs sociétés, si vous voulez, c'est un pays où seule l'armée est arrivée à pouvoir, si vous voulez, contenir toutes ces communautés, à avoir un objectif, et un seul objectif qui est celui du Liban, de l'État libanais. Justement, on se souvient, M. Salouane, des affrontements entre l'armée et des islamistes à Abra, aussi à Saïda cet été. Oui, c'est aussi bien, vous savez, l'armée doit, en toutes circonstances, s'opposer aussi bien à une organisation, si je puis l'appeler sunnite, ou à une organisation chiite d'extrême
qui essaye de mater, qui essaye Oui. de terroriser la population. Mais c'est une armée qui semble avoir les mains liées dans le cas de Tripoli. On le voit, l'armée n'arrive toujours pas à rétablir le calme et à entrer dans les quartiers chauds sensibles de cette ville du Liban Nord. Vous savez, en ce moment essentiellement, ce qui se passe à Tripoli est différent de ce qui se passe sur le contexte du terrorisme national et régional. À Tripoli, c'est une guerre par proxy entre le régime syrien et la révolution, en l'occurrence entre les sunnites hélas, je ne peux les nommer que comme cela, la population sunnite de Bab el-Tabbani et la population pro-syrienne et alawite de Jabal Mohsen. Mais il faut bien que l'armée prenne sa décision et que au moins les politiques, le gouvernement actuel, démissionnaire ou le prochain gouvernement, si nous avons la possibilité d'avoir ce miracle-là, prennent la première de ces décisions qui est de mater, d'arrêter tous ces combats, aussi bien à Tripoli qu'ailleurs, et de fermer, de contrôler toutes les frontières avec la Syrie. Vous parlez de miracle, à votre avis, alors vous semblez donc pessimiste quant à la formation du prochain gouvernement? Écoutez, je ne suis pas pessimiste, mais j'essaie d'être le plus réaliste possible. La première chance qui est ratée a été juste au lendemain de la nomination du président Salam. La deuxième chance ratée a été juste après la déclaration des forces occidentales, essentiellement la déclaration du ministre des Affaires étrangères britannique qui a bien spécifié que en ce moment, c'était depuis 2 semaines si je ne me trompe pas, en ce moment nous avons octroyé au Liban la chance de former un gouvernement, mais ne nous demandez pas de le former à votre place. Et hélas, pendant 2 semaines, nous avons tergiversé, notre caste politique a tergiversé. Justement, M. Salouane, à l'écran, le président de la République, Michel Sleiman, le Premier ministre désigné, Tamam Salam, quelle responsabilité justement, quelles sont les responsabilités de ces 2 dirigeants, de ces 2 personnes en ces temps de crise? Écoutez, ce sont les premiers responsables, parce qu'on ne peut former le gouvernement qu'avec l'accord du président de la République, un accord mutuel, président de la République, chef de gouvernement désigné, et le décret doit être signé par le président de la République. Il nous reste 1 minute. Donc, en ce moment-là, hélas, le président hier a fait un aller-retour en Tunisie et a donné des leçons de démocratie à Tunis. J'aurais souhaité qu'il mette en application ces leçons-là, ces principes-là au Liban et qu'il forme avec le président désigné une fois pour toutes un gouvernement d'intérêt national avec les personnes qu'ils trouveront, dont ils ont ils ont entièrement confiance pour prendre les rênes du gouvernement de ce pays. Mais M. Salouane, le président n'a-t-il pas quelque part les mains liées? Le Hezbollah a souvent menacé directement la présidence de la République. Mais écoutez, le Hezbollah menace. Ah, c'est parole, en fin de compte. Qu'est-ce qu'il va faire puisqu'il en a fait? Le Hezbollah ne peut plus faire un nouveau 7 mai. Depuis cette date-là, je crois, oui. C'est la chute en avant vers du Hezbollah. 15 secondes, M. Salouane. Le Hezbollah n'a aucun choix. Le seul choix qu'il a, l'alternative qu'il a, c'est d'essayer avec l'Iran, essentiellement c'est l'Iran qui a la possibilité de le faire, de donner libre cours au gouvernement, au président de la République, au président Salam, de former un gouvernement. Sinon, c'est un problème de vacuum total. Et ce n'est pas, vous savez, à la veille du centenaire du Grand Liban, je pense que le Hezbollah n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un vacuum total dans ce pays, parce que ce sera le chaos pour tout le monde. Et je ne sais pas si, à la veille du Saint-Maron, nous pourrions demander, exiger, prier, demander un miracle pour qu'un gouvernement soit formé en ce moment-là. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci d'être venu sur notre plateau pour commenter l'actualité de ces derniers jours. Restez des nôtres.
Au retour de la pause, la fille du roi d'Espagne devant la justice. Retour sur le plateau de l'info, le régime et les rebelles en Syrie se sont mutuellement accusés ce samedi d'avoir violé la trêve humanitaire conclue à Homs. 5 explosions ont retenti ce matin dans les secteurs assiégés de la ville. Le gouverneur de la province a appelé l'armée à la retenue afin d'assurer l'évacuation des civils. L'évacuation de Homs et la distribution de nourriture et de matériel médical font partie de l'accord conclu entre l'ONU et le gouvernement syrien et les rebelles. Après des mois de négociations, les pourparlers devraient reprendre lundi à Genève. La fille du roi d'Espagne devant la justice, Cristina de Bourbon, est arrivée ce samedi matin au tribunal de Palma de Majorque. L'enfante doit s'expliquer devant un juge qui l'a mise en examen pour fraude fiscale. À l'écart du tribunal, quelques dizaines de manifestants hostiles à la monarchie étaient rassemblés. C'est la première fois qu'un membre de la famille royale est ainsi convoqué devant la justice. Au-delà de Cristina, c'est son mari Iñaki Urdangarin qui est dans le viseur de la justice. Il est inculpé pour le détournement de plusieurs millions d'euros d'argent public. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la principale gare de Rio de Janeiro, théâtre de violence, des policiers et des manifestants se sont affrontés sur fond de protestation contre l'augmentation de 9% du prix du ticket de bus et contre les dépenses pour la Coupe du Monde de football. 20 manifestants ont été arrêtés et au moins 6 personnes ont été blessées. En Bosnie, la grogne sociale prend de l'ampleur. Des protestataires sont entrés de force dans des bâtiments officiels. À Sarajevo, la capitale, le Parlement et la présidence ont brûlé. Des affrontements avec la police ont été signalés dans plusieurs villes. Les protestataires réclament la chute du gouvernement fédéral, la fin de la corruption et des politiques nationalistes. Les États-Unis ont atteint leur limite de capacité d'emprunt vendredi à minuit, heure de Washington. L'administration Obama est passée à un mécanisme de mesure d'urgence, des artifices exceptionnels qui n'assurent la trésorerie du pays que jusqu'à la fin du mois. Le vote d'un relèvement du plafond revient au Congrès et l'on attend désormais la décision de la Chambre des représentants à majorité républicaine. Des empreintes humaines vieilles d'au moins 800 000 ans ont été découvertes en Angleterre. Ce sont les plus vieilles jamais trouvées à l'extérieur de l'Afrique et la plus ancienne preuve d'une présence humaine dans le nord de l'Europe. Elles ont été préservées dans la boue et les sédiments avant d'être finalement révélées par la marée. Donc des traces datant de plus de 800 000 ans. La flamme olympique va rester allumée jusqu'au 23 février à Sotchi. Les Jeux olympiques d'hiver ont officiellement débuté hier soir avec une cérémonie, vous le voyez, spectaculaire. 3000 artistes, un panorama de l'histoire de la Russie, du son et de la lumière. Mais à présent, place aux athlètes sur les pistes et dans les stades. Ils sont près de 3500 sportifs à courir donc avec l'espoir de décrocher l'une des 98 médailles d'or dont les premières seront décernées ce samedi. Le phénomène vient d'Allemagne et pourrait prendre de l'ampleur. Les hortensias sont de plus en plus souvent dérobées par des personnes mal intentionnées. Si les hortensias connaissent un tel succès, c'est parce que les feuilles séchées de leurs fleurs mélangées avec du tabac auraient des effets hallucinogènes et euphorisants, proches de ceux du cannabis. Le cyanure présent dans la plante serait toutefois potentiellement dangereux et provoquerait des symptômes d'étouffement. Ils n'ont peur de rien, ou presque. Ils sont jeunes, amateurs de sensations fortes et parfois un peu fous. Ce sont les Skyliners, un groupe d'amis experts de sport extrême. Pour réaliser leur dernier défi, ils se sont associés au Globus Kontiki, des pros de la montgolfière. Leur challenge consistait plutôt à réaliser leur première highline complètement mobile entre deux montgolfières séparées par une distance de 16 mètres. À plusieurs centaines de mètres du sol, les intrépides n'étaient équipés que d'un parachute. Vous le voyez, ces images sont tout simplement à couper le souffle. Ça
fait rêver. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'armée libanaise et Marwan Charbel dans le viseur des islamistes. La brigade des sunnites libres les accuse de suivisme à l'égard du Hezbollah et de l'Iran. La classe politique patine, aucune avancée n'a été enregistrée dans la formation du gouvernement. Les tractations s'enlisent sur la question de la répartition des portefeuilles ministériels. Le régime et les rebelles en Syrie s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve humanitaire conclue à Homs. 5 explosions ont retenti ce matin dans les secteurs assiégés. Après la cérémonie d'ouverture, place aux athlètes sur les pistes et dans les stades à Sochi. Objectif, décrocher l'une des 98 médailles d'or dont les premières sont décernées ce samedi. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous ce soir avec ma collègue Noura Hull pour un nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en collaboration avec France 24. Bon week-end. داعش وحزب الله والنظام ثلاث وجوه لعملة واحدة.